Le week-end dernier, au même moment que la F1, reprenait le WEC, le championnat du monde d'endurance au Qatar, à quelques kilomètres seulement de Bahreïn. D'ailleurs, pour y aller, c'est peut-être même plus écolo de prendre un jet privé que de faire tout le détour, qui fait plus de 400 bornes, en bagnole. Mais bon, bref, c'est pas le sujet, là on s'égare. Alors je sais qu'on n'a pas parlé de WEC, ou présenté le WEC d'ailleurs cette année. On a vraiment eu beaucoup d'actu assez chaude avec la Formule 1. Donc tout ne pouvait pas rentrer, malheureusement. Mais, on va se rattraper et oui, il y aura un petit peu plus de vidéos sur le WEC de prévu cette année. On va reparler notamment de la Peugeot 9X8 comme je vous l'ai promis, ça arrive, vous inquiétez pas. Alors pour resituer un petit peu la chose, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, cette année, en 2024, on a donc 19 hypercars et 18 LM GT3. On n'a plus de LMP2, sauf au Mans, mais ça on en reparlera. Et donc ça fait que 2 catégories à suivre et surtout pas mal de batailles en piste. Les hypercars sont tous équipés de pneus Michelin et les LM GT3 de pneus Goodyear. Et on a dans ce championnat, toutes catégories confondues, 14 constructeurs automobiles. Personne dans le monde fait mieux. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? Et puis alors en piste, eh bien on a eu de la bataille dans tous les sens, que ce soit en hypercar ou en LM GT3 ou les deux en même temps parfois. On a eu droit à de belles manœuvres et quelques petits coups de portière quand même. Alors on va tenter pas mal de concepts de vidéos, je pense, autour du WEC cette année et faire quelques lives aussi, je pense, parce que c'est assez intéressant, histoire d'en apprendre un petit peu plus encore sur cette catégorie que j'avais déjà traité en partie l'année dernière. Mais là on va rentrer vraiment un cran en plus dans le sujet, j'ai envie de vraiment m'y adonner parce que là, cette année, c'est fou. Bref, stop le blabla. On avait donc les 1812 km du Qatar ce week-end, première des 8 manches du WEC. La course a duré juste un petit peu moins de 10 heures, donc on va tenter de faire ça en moins de 10 minutes à peu près. Donc bon, on va foutre le chrono. C'est parti. On commence donc par la catégorie reine de l'endurance. On a eu une première, car oui, pour la première fois au WEC, c'est bien une LMDH qui a remporté la course et non pas une LMH. Pour rappel, l'année dernière, Toyota a fait une Red Bull. Voilà, ils ont remporté toutes les courses, sauf Le Mans, où Ferrari a pris le meilleur. Mais à chaque fois, c'était une LMH. C'est donc la Porsche Penske numéro 6 de Kevin Estre, André Lotterer et Lorenz Vanthoor qui ont remporté la course, non sans mal, devant la Porsche 963, donc une autre LMDH de Porsche, numéro 12 du team Jota, donc une équipe cliente avec notamment Norman Nato, un pilote français, devant l'autre Porsche Penske, la numéro 5. Donc tu as 2 Porsche officielles et puis une Porsche cliente. Donc Porsche en fait a juste pris tout le podium, rien que ça, et donc ici vous avez le classement du top 10 où on peut noter quand même une jolie perf de la Cadillac qui a fait P4, P17, P4 ou un truc dans le genre. La Ferrari jaune 499P de Kubica qui a fait mieux que les 2 voitures usines. Les Toyota sont 6 et 10 et une Peugeot et une Alpine dans le top 10 aussi, c'est quand même pas mal. Les absents qu'on aurait pu attendre un petit peu, c'est BMW et Lamborghini qui pour le moment sont pas dans ce top 10. Alors je reviens rapidement sur la Porsche numéro 6 qui a gagné la course. Kevin s'est légèrement accroché avec une Lexus GT3 dans le virage 3 de mémoire, plus par incompréhension qu'autre chose au moment de choisir sur quel côté la Porsche allait dépasser la Lexus, sauf qu'il a arraché une partie du ponton avec un contact avec la voiture. Tu avais le numéro de la voiture et les leader lights qui sont partis. Alors du coup, obligatoire de passer au stand pour recoller un numéro. Forcément, les plus maniaco-dépressifs, comme moi d'ailleurs, vont criser sur le fait que l'autocollant avait des petites pliures, etc. Mais bon, pas le temps de niaiser quand même. Leur arrêt ne leur a pas coûté une place, donc c'est plutôt pas mal parce qu'ils avaient suffisamment d'avance en tout cas pour garder la tête. Alors Porsche a été très fort, oui, mais il y a une autre voiture qu'on n'attendait pas forcément qui a été très forte aussi. Et tout au long de la course, c'est la Peugeot 9X8 numéro 93 de Verne, Müller et Jensen. Ça se battait pour la P2 avec 2 Porsche aux fesses quand même, jusque dans les tout derniers instants de la course, où malheureusement, chez Peugeot, on est tombé à court d'essence, le fameux coup de la panne. C'est arrivé dans l'avant-dernier tour de la course, je crois, ce qui est... c'est juste terrible. Alors la voiture a quand même franchi la ligne d'arrivée en terminant le tour sur la propulsion électrique avant de s'immobiliser définitivement sur la ligne droite. L'équipe et Verne était évidemment totalement abattue et je pense que même tous les fans d'endurance étaient abattus parce que c'était une belle histoire de voir Peugeot
prendre un podium. Ça devait être le deuxième podium de la 9X8, il me semble. Alors bon, cerise sur le gâteau, la voiture a été disqualifiée pour deux raisons. Premièrement, elle n'a pas pu rejoindre le parc fermé par ses propres moyens et donc bah ciao. Et puis deuxièmement, en ne rejoignant pas les stands après avoir utilisé le courant continu électrique du MGUK, bah voilà, c'est pas possible. Alors j'ai beau avoir relu le règlement technique, etc. Justement, j'ai pas bien pigé le truc. Est-ce que c'est parce que l'électrique a été utilisé sous les 120 ou 150 km/h en fonction de la BOP pour franchir la ligne, ou est-ce que c'est parce que bah, elle est pas rentrée au stand avec suffisamment d'électricité, etc. J'avoue, je sais pas. J'ai pas bien pigé le délire. Dans tous les cas, elle s'est pas présentée au parc fermé de ses propres moyens, donc ciao. Il y a juste là-dessus, ciao. Alors c'est cruel pour Peugeot parce qu'on est tellement loin de la débâcle de Sebring en début d'année dernière où c'était vraiment catastrophique. Là, tout va de mieux en mieux, doucement mais sûrement. Et puis surtout, bah, c'était la dernière sortie de la Peugeot 9X8 sans l'aile arrière, parce que oui, ça va changer. Alors il faut dire que le circuit de Losail devait très bien correspondre au concept entre guillemets de la Peugeot 9X8, on en reparlera dans une vidéo à part entière, mais il y a beaucoup de virages moyenne vitesse sur une piste qui est un billard littéralement, donc c'est parfait pour l'aéro sous la voiture. Et puis même la voiture a même mené la course avec un beau dépassement à la régulière sur une Ferrari, rien que ça, donc il y avait la voiture, elle était là quoi, elle était bonne. Alors à Imola, on verra donc une évolution de la 9X8 avec une aile arrière, espérant les voir continuer sur cette belle lancée. Ça fait chaud au cœur vraiment de les voir sortir un peu la tête de l'eau. Alors je passe rapidement sur Ferrari et même un peu Toyota qui étaient les grands animateurs de tête de course l'année dernière et qui cette année, bah ça a mangé un petit coup dans la gueule au Qatar. Alors je le disais tout à l'heure, P6, P10 pour les Toyota. La 8 justement, P10 a eu quelques problèmes sur un changement de roue au stand, mais elles n'étaient pas spécialement dans le rythme par rapport aux autres, sauf en qualif, où là ça tape la P2 pour la 7, donc c'était plutôt stylé. Mais pourquoi ça a été un peu plus loin? Alors ça s'explique en partie par la fameuse balance de performance, fait pour égaliser les performances des voitures, parce que tout le monde n'a pas la même voiture évidemment. Alors 9 kg sur la balance en plus par rapport à avant, et 5 chevaux et quelques en moins, je crois, ça fait quand même une diff. Je vous rappelle, 10 kg en général dans le sport auto ou même en F1, ça tourne autour des 3-4 dixièmes au tour, donc bah, ça va vite hein, sur 330 tours et quelques. On reviendra en vidéo sur cette histoire de BOP, mais c'est un bordel. Alors par contre, effectivement, chez Ferrari, il y avait un bon rythme, mais c'est dans l'exécution où ça a un petit peu pêché. Pourtant, ça prend la tête dès le premier virage pour la Ferrari numéro 50, mais ça coupe la ligne blanche de la voie d'insertion de rentrée des stands, donc du coup, bah, pénalité. Ciao, et pourtant ça ils le savent. Alors du côté de la 51, on perd tout le bloc arrière entre l'avant-dernier et le dernier virage à haute vitesse. Ça s'est pas fait tout seul, il y a eu en fait un petit contact avec une des McLaren GT3, c'était la 59 de United Autosport, et tout a valdagué un petit peu plus loin. Alors dites-vous que là, le bloc qui s'est détaché de la voiture, il pèse à peu près 50 kg, ce qui est énorme. Donc une bagnole qui le prend en pleine poire à plus de 200, ça explose littéralement tout, donc on a frôlé un petit peu la catastrophe. Alors avec tout ça, du coup c'est la troisième Ferrari, la jaune, la fameuse, l'équipage de Kubica, une team client qui finit devant les deux voitures usines, donc c'est la petite histoire. Voilà. Bon allez, je termine avec les hypercars en parlant un petit peu des nouveaux, parce que bah, ça a été difficile pour BMW et Lamborghini en termes d'entame de championnat du WEC. P12, P16 pour la marque de... c'est Munich, je crois, BM, et P15 pour la seule Lambo qui était engagée. Je vais être honnête, j'attendais BMW un petit peu plus haut pour le coup. Lamborghini, c'était un peu qui tout double, vu les tests à Daytona par exemple, où tout le monde s'est dit « Ah, finalement, la Lambo, elle est peut-être très bien née, on verra ce que ça donne. » Évidemment, les troisièmes petits nouveaux avec une LMDH, bien c'est Alpine, pour qui ça a été une première course très encourageante pour tout le monde. P9, P13. Mick Schumacher a impressionné Nicolas Lapierre par son team spirit, entre guillemets. L'endurance lui va très bien au pilote allemand. Malgré un mini contact avec une GT3 qui l'envoie faire une grosse excursion dans le bac à gravier, pas de dégâts, donc voilà. Mais en tout cas, ça a été bien exécuté. Et alors pour finir, on a la remplaçante de la Van Wall, la Isota Fraschini, qui est bah, du coup à 3 secondes des temps. On va pas être méchant, mais c'était un minimum attendu malheureusement, en espérant bah, qu'il trouve de la performance pour Imola. En LM GT3, même musique, c'est une Porsche qui prend la victoire. Ouais, non, je déconne pas, ouais. C'est celle du Manthey Pure Racing devant deux Aston Martin. Ça prend la victoire pour 4 secondes hein, sur la ligne après 10 heures de course. Encore une fois. Est-ce que c'est bon? On a eu pas mal de batailles entre les Porsche, les Ferrari, les BMW et les Aston Martin sur l'entièreté de la course, donc c'était plutôt cool. Les Aston sont bien là, que ce soit en qualif ou en course. La Porsche, j'avais pas trop de doutes non plus pour le coup, c'est une caisse qu'on connaît qui performe quand même pas mal. Alors, la Corvette, partie en pôle, ça a dégringolé au classement, c'est un petit peu dommage, ça a été très compliqué pour eux, sans compter qu'ils ont pris 30 secondes de stop and go
qu'ils ont converti à la fin de la course en 95 secondes de pénalité pour avoir abusé des track limits. C'est pas rien. Ça aurait pas changé énormément la donne. Au mieux, ils avaient gagné une place supplémentaire pour finir devant les deux Mustangs. Les deux Mustangs d'ailleurs qui ont été pas trop mal pour une entame de carrière et de championnat. Parce que c'est encore une voiture qui est toute nouvelle. Donc il faut lui donner le temps à la fois à Proton d'ailleurs qui se charge de l'exploiter. Et puis même au constructeur à Ford de comprendre comment exploiter le mieux cette voiture et de la développer, etc. Parce que en fait face à ces Mustangs, eh bien on a la Porsche 911 GT3R qui entame une 3e année je crois d'exploitation dans un championnat. Puis bon, Porsche, c'est pas depuis hier qu'ils font des GT3, donc voilà. Tout comme la BMW M4, je crois, ça fait aussi 2-3 ans. La Ferrari 296, elle date de l'année dernière. L'Aston, ça fait depuis 2018 qu'elle roule, évidemment. Il y a eu des petites améliorations de par-ci par-là. Donc bon, il y a un peloton qui est quand même bien établi. Alors pareil, pas trop mal pour les Lamborghini. La voiture, elle a déjà été bien roulée dans d'autres championnats. Les Iron Dam se sont vraiment bien battus, d'ailleurs, pour une voiture qu'elle redécouvrait. Mais il y a quand même pas mal de concurrence cette année en LMGT3, donc il faudra voir ce qu'elles arrivent à faire. On atteste la magnifique saison 2023 des Iron Dam qu'elles nous avaient sorti, donc bon, pareil, hâte de voir la suite, mais il y a de la grosse bataille en GT, ouais. Alors ça a été compliqué pour les McLaren qui font vraiment pas une bonne entame de championnat. Faut dire qu'ils ont croisé les Iron Dam du coup, et la McLaren a dû rentrer au stand pour des réparations. Pourtant ça partait pas trop mal sur la grille, P7, P8 je crois, donc en qualif c'était pas mal, mais ouais, sur l'entièreté de la course ça a pas répondu aux attentes. Et puis bon, malheureusement la cata entre guillemets, c'est pour Lexus, les voitures de chez Acodis, nouvelle venue dans la catégorie. Là c'était l'enfer. Les Lexus sont malheureusement pas du tout dans le rythme pour le moment, j'ai rien d'autre à dire. Force à Esteban Masson notamment, mais le projet il est intéressant, il faut peut-être laisser le temps au temps pour faire en sorte que la bagnole devienne un peu plus perfo quoi. Alors je termine évidemment avec la nouvelle superstar du championnat. Et oui, il faut en parler, Valentino Rossi. Ouais, vous croyez que j'allais parler de Button, mais non, on va parler de Valentino Rossi qui a fait ses débuts en WEC après avoir fait les GT World pendant plusieurs années, il me semble, peut-être 2-3 ans. Bref, on l'a retrouvé au volant d'une BMW M4 et son équipage et lui ont pris la P4 de la catégorie. Belle entame de championnat pour le El Doctor. Voilà, c'est la fin de ce petit débrief du WEC au Qatar. La prochaine manche se déroulera donc à Imola pour une course de 6 heures le 21 avril prochain. J'ai hâte, très hâte de voir ce que ça va donner, mais je pense qu'on va avoir pas mal de drama vu comment le circuit est étroit et vu le nombre de voitures qui roulent. Ça va être chaud, ça va être hyper impressionnant je pense, mais va falloir s'accrocher un peu. Et puis bon, comme je vous l'ai dit, on va reparler de la Peugeot 9X8 en vidéo prochainement. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On verra si on fait pas une petite sélection pour faire une mini FAQ, faire quelques shorts par-ci par-là. Ça peut toujours être assez intéressant. Et vous, ces 1812 km du Qatar, vous en avez pensé quoi ?